Stefan Zweig, le joueur d'échecs, partie 3. Dans son cerveau d'obtus, ce type ne sait qu'une chose. Depuis des mois, il n'a pas perdu une seule partie d'échecs. Et comme il ne soupçonne pas qu'il y a sur cette terre d'autres valeurs que les échecs et l'argent, il a toutes les raisons de se trouver formidable. Ces dernières remarques de mon ami ne manquèrent pas de susciter en moi une vive curiosité. Toute ma vie, les diverses espèces de monomanie, les êtres passionnés par une seule idée m'ont fasciné. Car plus quelqu'un se limite, plus il s'approche en réalité de l'infini. Et ces gens-là, précisément, qui semblent s'écarter du monde, se bâtissent, tels des termites, et avec leurs matériaux particuliers, un univers en miniature, singulier et parfaitement unique. Je ne dissimulais donc pas mon intention d'examiner de plus près cet étrange spécimen d'un esprit unidimensionnel. Pendant les 12 jours de mon voyage vers Rio, et mon ami m'avertit, il y a peu de chances que vous y parveniez. Autant que je sache, personne n'a encore réussi à tirer de Zentowicz le moindre indice sur sa psychologie. Dissimulé derrière son insondable étroitesse d'esprit, ce paysan roublard a la grande intelligence de ne pas montrer ses faiblesses et d'une façon fort simple, sauf avec ses compatriotes et ses semblables, dont il recherche la compagnie dans les petites auberges. Il évite tous les entretiens. Dès qu'il repère quelqu'un de cultivé, il se replie en sa coquille. Ainsi, personne ne peut se vanter de lui avoir jamais entendu prononcer une parole stupide, ni d'avoir sondé la profondeur députée infinie de son inculture. Et il sembla que mon ami avait raison. Pendant les premiers jours du voyage, il se révéla tout à fait impossible d'approcher Zentowicz, à moins d'être grossièrement insistant, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Bien qu'il fît parfois quelques pas sur le pont promenade, c'était toujours les mains serrées dans le dos, avec cette attitude de fierté concentrée sur soi qu'a si vite qu'à Napoléon dans un célèbre portrait. En outre, il faisait si vite et si brusquement son tour de péripatéticien qu'il aurait fallu le suivre au petit trot pour pouvoir lui adresser la parole. Dans les salons, au bar, au fumoir, on ne le voyait jamais. Selon le steward, que j'interrogeai discrètement, il passait le plus clair de sa journée dans sa cabine, à s'entraîner et à rejouer les parties sur un immense échiquier. Au bout de 3 jours, je commençais à me sentir vraiment agacé de voir que son habile tactique d'évitement l'emportait sur ma volonté de l'approcher. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de faire connaissance avec un maître des échecs. De plus, je m'efforçais à présent d'en examiner un spécimen en chair et en os. Moins j'arrivais à m'imaginer l'activité d'un cerveau qui, une vie durant, se déploie exclusivement sur un espace de 64 cases noires et blanches. Certes, je connaissais par expérience cette mystérieuse attraction appelée par ce jeu royal, le seul de tous les jeux inventés par l'homme, à qui se soustraire souverainement à la tyrannie du hasard et à n'attribuer des palmes de victoire qu'à l'esprit, ou plutôt à une centaine de formes de talent intellectuel. Mais qualifier les jeux d'échecs, n'est-ce pas déjà les réduire et commettre une injustice? Ne sont-ils pas aussi une science, un art, quelque chose qui plane entre deux pôles comme le cercueil de Mahomet, entre le ciel et la terre, une incomparable association de tous les contraires? Très ancien et pourtant toujours neuf,
mécaniques par leur dispositif, mais n'agissant qu'avec le ressort de l'imagination. À la fois limités à un espace géométrique et giffé, et illimités par leur combinaison, se développant sans cesse et pourtant stérile. Une réflexion qui ne mène à rien, une mathématique qui ne calcule rien, un art qui ne crée pas d'œuvre, une architecture sans matière, mais dont l'être et l'existence sont incontestablement plus durables que tous les livres de toutes les œuvres. Le seul jeu qui appartient à tous les peuples et à toutes les époques, et dont nul ne sait quel dieu l'a apporté sur terre pour tuer l'ennui, pour aiguiser l'esprit, pour stimuler l'âme. Où commence-t-il? Où finit-il? Tout enfant peut en apprendre les premières règles, tout buteur peut s'y essayer, et pourtant, dans les limites de cet endroit et invariable carré, le jeu est capable d'engendrer une pièce singulière de maîtres, absolument incomparable, des gens dont le talent est exclusivement focalisé sur les échecs, des génies spécifiques chez qui la vision, la patience et la technique agissent en se répartissant précisément la tâche entre elles, comme chez un mathématicien, un poète, un musicien, mais en se combinant et en associant un peu autrement. Jadis, au temps de la passion pour la psychonomie, quelqu'un comme Gall aurait peut-être disséqué les cerveaux de ces génies des échecs pour voir si dans une masse de leur masse grise de leur cerveau, on trouverait une circonvolution particulière les plus profondément creusée que sous les autres crânes, une espèce de muscle ou de bosse d'échecs. Et combien de tels physiognomistes aurait-il été fasciné par le cas d'un Sventovic, chez qui ce génie spécifique semblait inséré dans une paresse intellectuelle radicale, comme une unique pépite d'or qui serait logée dans un gang de 100 kilos, dans une gange. J'avais admis depuis toujours le principe qu'un jeu aussi incomparable et aussi génial devait nécessairement générer des matadors spécifiques. Mais comme il était difficile, et même impossible, d'imaginer la vie d'un être intelligent et vif, et pour qui le monde se réduit à un étroit parcours entre noir et le blanc, et dont toute la vie consiste à chercher le triomphe à partir des seules allées et venues, des seuls déplacements d'avant en arrière de 32 pièces, quelqu'un qui pour une nouvelle ouverture, par exemple en choisissant le cavalier plutôt que le pion, représentait déjà une prouesse et une minuscule portion d'immortalité, quelque part dans un livre sur les échecs, un être dont l'esprit est capable, sans devenir fou, de concentrer toutes ses réflexions pendant 10, 20, 30, 40 ans d'affilée sur un but ridicule, acculer un roi de bois dans un angle sur une planche de bois. Et maintenant que la première fois j'avais un tel phénomène à proximité, sur le même bateau, à 6 cabines de la mienne, un génie aussi particulier ou un fou aussi énigmatique. Moi, chez qui le malheur, la curiosité pour les choses de l'esprit dégénère en toutes sortes de passions. Il serait que je n'y arriverais pas à l'approcher. Je commençais à imaginer des ruses, pour plus absurdes les unes que les autres. Par exemple, pour le chatouiller dans son amour-propre, je simulerais une interview pour un grand journal. Eh bien, je l'attraperais par sa cupidité. Je lui proposerais un juteux tournoi en Écosse. Mais je me souviens finalement que la technique la plus éprouvée par les chasseurs pour attirer le coq du gruyère est d'imiter son cri au temps des amours. Quoi de plus efficace au fond pour attirer l'attention d'un champion d'échecs que de jouer soi-même aux échecs. Or, je n'ai jamais été véritablement artiste à ce jeu.
pour la simple et bonne raison que je ne m'y suis jamais adonné qu'à l'occasion. Et pour mon seul plaisir, si je m'installe 1 heure devant l'échiquier, ce n'est pas du tout pour faire des efforts, mais au contraire pour me délaisser, pour détendre mon esprit. La suite à la partie 4.